Mais je vais vous présenter et puis vous allez. Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle fois pour un nouvel épisode des 17e rencontres d'Espace Marx sur Révolution. Vous avez dit Révolution. Donc, on va écouter évidemment Bernard Trémont et la contribution sera présentée et animée par Sophie Ellery. Donc, à toi, Sophie. Mais merci. Donc aujourd'hui, pour ce temps, nous recevons donc Bernard Trémont, qui est professeur émérite d'anthropologie à l'Université de Bordeaux, qui va nous parler d'anthropologie des situations révolutionnaires. Voilà. Et puis, on commence par votre présentation et puis on laissera un temps de questions-réponses derrière, si ça vous va. Je, je vais, je me suis posé cette question, voyant le thème de révolution, je me suis dit pourquoi ne pas s'interroger sur l'anthropologie des situations révolutionnaires. Alors, en fait, l'affaire est beaucoup plus grande, mais je m'en suis aperçu après coup. Alors, c'est ce que je vais essayer de montrer. Je vais partir de deux définitions. La première, la définition de l'anthropologie. Je l'emprunte à un anthropologue qui a fait des études à Bordeaux, qui s'appelle Gérard Altab, qui est décédé il y a maintenant 20 ans. Ce sera un moyen de lui rendre hommage, qui a posé une définition de l'anthropologie. Je la lis. C'est une connaissance de l'intérieur d'un monde social saisi à l'échelle microscopique. Alors, une connaissance, ça veut dire que c'est d'abord une connaissance, ce n'est pas une science. En second lieu, un point de vue interne. Il s'agit de comprendre comment nos locuteurs, nos interlocuteurs pensent, pensent et vivent. Un point de vue, un objet, le monde social, ça c'est comme se dire, c'est très précis, mais aussi une échelle, c'est-à-dire à une échelle microscopique, c'est-à-dire en consultant seulement quelques personnes. Alors, puisqu'il y a des littéraires dans cette salle, je crois qu'il y a une référence explicite à la façon dont un philologue allemand avait travaillé, c'est Auerbach. Auerbach a étudié la littérature, la représentation de la réalité dans la littérature occidentale. Vous voyez l'ampleur de l'objet. Mais comment fait-il? Il prend 10 lignes d'un auteur quelconque, mettons 10 lignes d'Aubert, 10 lignes de Balzac, 10 lignes de des Goncourt, par exemple, et ainsi de suite. Il décortique ces 10 lignes, et quand on a lu ce qu'il disait à partir de 10 lignes, on a le sentiment d'avoir mieux compris et mieux lu l'auteur que si on avait lu son œuvre complète. Donc, alors, il n'y a aucune idée de représentativité, ce n'est pas un échantillon représentatif, simplement un texte, une espèce de microscope qui permet au lecteur d'accéder à un objet beaucoup plus large. Et je crois que c'est dans cette démarche que travaille Altab. Vous avez compris que j'étais d'accord avec cette définition. Euh, j'ai d'ailleurs fait un livre sur Altab que j'ai très bien connu. On avait un projet d'un livre commun, puis cet imbécile, il est mort. Donc, j'ai été obligé de faire le livre sur lui, mais pas avec lui, malheureusement. Deuxième, mon objet, c'est la situation révolutionnaire. Alors là, il y a également une définition, c'est celle de Lénine. Lénine a défini en 1915, dans un article qui s'intitule La faillite de la Deuxième Internationale. Alors, il y a trois caractéristiques de la situation révolutionnaire. C'est l'impossibilité pour les classes dominantes de maintenir leur domination sous une forme inchangée. Deuxième trait, l'aggravation de la misère des opprimés. Troisième trait, l'accentuation de l'activité des masses poussée vers une action historique indépendante. Alors, vous comprenez qu'entre les deux définitions, il y a ces deux mondes différents, puisque l'échelle que choisit Lénine, c'est au moins une échelle nationale. Le point de vue pour examiner la situation, c'est qu'il regarde les choses de l'extérieur, même si l'objet reste la même, on peut dire que c'est un monde social. Puis il y a quand même, pour moi en tout cas, un troisième élément qui intervient, c'est que je suis un petit de 68,
et que j'ai bien connu 68, j'étais un vieil étudiant en 68, et en particulier, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que à un moment donné, je crois que c'est autour du 7, entre le 7 et 8 mai 68, le, la- les paroles prononcées par des anonymes avaient complètement changé. En quelques heures, le monde s'était politisé. Et ça s'était traduit très rapidement quand se posait la question des examens. Et il y avait une assemblée générale en lettres, et à la surprise générale, en tout cas la mienne, à l'unanimité, le boycott des examens avait été décidé. Je me suis dit qu'il y avait là une situation tout à fait stupéfiante. Les conduites, les croyances des gens étaient modifiées en quelques heures. C'est peut-être ça dont parle Lénine, dont parle Lénine. Alors, évidemment, je vais mettre l'accent sur comment étudier une situation révolutionnaire, même, et je vais poser plus d'obstacles que de solutions. Alors, d'abord, l'opposition, l'échelle, j'en ai déjà parlé. L'intérêt d'une enquête anthropologique, c'est d'obtenir des informations singulières, localisées, datées, mais ça veut dire qu'on accède uniquement à des propos de personnes qui ont une expérience, qui relatent ce qu'ils ont vécu, mais évidemment, c'est chaque fois une personne qui parle, le groupe ne parle pas, même si à cette période, certains ont voulu faire parler les groupes. Alors, on peut déduire des informations singulières, peut-être les conduites de groupe, ça c'est possible, mais vous comprenez bien que c'est un type d'information bien précis. Alors, c'est pour ça que on peut choisir entre constater ce que disent les individus, nos interlocuteurs, ou on peut déduire ce que doit penser le groupe. Mais nous avons, par rapport à ça, la force des historiens et de la critique historienne des sources, puisqu'ils distinguent, les historiens distinguent les sources de première et de deuxième main, et ça permet le classement selon leur qualité. Alors, on utilise même les sources de deuxième main, mais on ne peut pas leur donner le même crédit que des sources de première main, et même dans les sources de première main, on les hiérarchise. On ne cède pas au vrai et au faux, mais au ce qui est le plus crédible et le plus sérieux. En dernier lieu, évidemment, ce qui se passe, c'est à un moment donné, quand on enquête, on arrive après coup. C'est-à-dire, j'ai pas eu autour du 7 ou 8 mai 68, à l'époque, j'étais bien éloigné de ça, mais on aurait pu imaginer interviewer les gens, y compris demander pourquoi ils avaient changé d'avis en quelques jours. Bon, je ne l'ai pas fait, mais même si je l'avais fait, est-ce qu'il était la qualité de. Vous comprenez bien que ça, entre la perception que j'en ai eue et la qualité et ce qu'on m'a dit, il y aurait bien des différences. Alors, deuxièmement, le point de vue. Alors, vous comprenez bien que la personne avec qui on fait l'enquête, sur qu'on interroge, son statut est essentiel. Quand j'allais voir en 68, on va voir un militant politique, bon, qu'est-ce qu'il va me raconter? Il va nous raconter essentiellement le discours officiel de son organisation. C'est un militant, il fait ça, et avec conviction et bonne foi, c'est pas ce qui est en cause. Mais si je vais voir quelqu'un qui n'appartient à aucune organisation, il y aura d'autres éléments qui interviennent. Et cela permet en effet de distinguer les acteurs et les témoins des commentateurs. Je ne parle pas des militants. C'est-à-dire que, or, et ensuite, le commentateur qui regarde les choses, comme disait Maxime Putnam, le point de vue divers, c'est-à-dire regarder les choses de loin, de l'extérieur, et avec un point de vue
omniscient. Au point de vue divin, on voit tout. Bon, ce qui est évidemment jamais le cas d'une réalité concrète. Donc, la question qui se pose, c'est quel objet trouve-t-on dans la situation révolutionnaire? Est-ce que les objets observés sont des objets réels? L'affaire n'est pas évidente. Quelqu'un a parlé de non-être à propos des objets abstraits, imaginés. Bien. Donc, on peut passer des informations de première main à des informations déduites qui évidemment n'ont pas la même qualité parce que intervient là-dedans l'intervention de celui qui fait la déduction. Alors, tout ça, évidemment, il faut en tenir compte, mais comment travaille Lénine? Lui travaille en termes d'indices, le terme est utilisé dans son article, en termes de changement, mais aussi en faisant intervenir ses convictions, ses croyances. Bon, comme quiconque, dans chacun, sauf qu'il n'a pas le même statut que celui de l'interlocuteur lors d'une enquête anthropologique. C'est pour ça qu'on peut parler de connaissance et non de science. Alors, l'enquête. Comment peut-on enquêter sur une situation révolutionnaire? J'ai dit, l'enquête anthropologique se fait auprès de quelques personnes. Ça peut être même d'une personne. Il y a un livre qui a été traduit il y a 2 ou 3 ans, un splendide livre d'un Américain qui s'appelle Trapassano, sur un Marocain, et c'est pas le seul, d'autres, c'est un Marocain qui s'appelle Touami, qui habitait Meknès. Et il fait un livre sur une personne. Il passe 6 mois avec elle, avec plus d'interprètes, plus évidemment avec d'autres personnes, mais le sujet, c'est cette personne qui est une personne assez bizarre, certes, c'est le moins possible, mais il tombe ami avec elle et il enquête une personne. Et quand on lit ce livre, dont je recommande la lecture, qui a été traduit il y a 3 ans chez Anarcasis à Toulouse, on a l'impression, quand on lit ce livre, de mieux connaître le Maroc que si on avait lu des tas d'études, alors que ça ne concerne qu'une seule personne. Alors, évidemment, l'enquête, comme tout instrument de communication, modifie le message. C'est pour ça que Altab a imaginé la notion de conscience verbale. Alors, qu'est-ce qu'il appelle conscience verbale? C'est l'effort que font les villageois pour donner à leur situation une expression verbale. Parce que vivre, parler, ce n'est pas vivre. Et de passer, il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour verbaliser leur situation, et ça influe dans l'enquête. Ensuite, l'enquête, je l'ai déjà signalé, ne peut se faire qu'après coup. Mais cet après-coup, entraîne un décalage et donc perturbe l'affaire. Ou plutôt, dans l'interprétation des informations que nous faisons, on est obligé de tenir compte de ce décalage. Ça veut dire que l'enquête modifie l'information, y compris le simple fait que la personnalité de l'enquêteur oriente la réponse, ce que va nous dire notre interlocuteur. Alors, on n'est plus à l'époque de Griol, où poser des questions, on demandait à l'Africain de répondre par oui ou par non. Il paraît que j'ai jamais réussi à mettre main dessus. Il y a un film qui montre Germaine Terlin, qui a travaillé avec Griol, qui est en train d'enquêter. Est-ce que vous croyez que entre la vache et vous, il n'y a pas de différence? Oh que non, dit l'Africain. Voilà. Mais et déjà, il y avait le souci d'enregistrer, ce qui n'est pas le cas, étant donné que en anthropologie, de quand date l'usage du magnétophone? 1960.
avant, c'était trop cher, trop fragile. Woody m'avait expliqué, par exemple, quand la BBC lui avait demandé les bruits d'un village du Ghana. Il avait fallu faire venir. Alors, c'était une machine qui avait été volée aux Allemands à la Libération. Il avait fallu faire venir cette machine, donc de Berlin à Londres, de Londres à Accra, et d'Accra, il a fait porter par porteur dans le village. C'était dans les années 50. À partir de 60, le transistor a permis de fabriquer des machines et de qualité, bon marché et solides. Mais, donc, c'est depuis. Alors, il y a eu des enregistrements depuis le XIXe siècle. Oui, enfin, il partait avec des machines, mais il fallait voir comme. Il y a une photo d'une expédition dans le détroit je ne sais pas trouver le nom, au sud de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie plutôt, où il y a l'anthropologue qui avec la machine pour enregistrer, il y a tout le village autour qui écoute. Vous voyez quelle réponse il peut y avoir dans ces circonstances. Bon, donc cet enregistrement ne peut se faire que depuis dans 60 ans à peine. Hein. Et ensuite, surtout, parler, ce n'est pas faire. C'est-à-dire, ce qu'on appelait, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire que on a tendance à voir la réalité au travers de ce qu'on est dit, mais évidemment, l'affaire est beaucoup plus compliquée que ça. Donc se pose, c'est mon troisième point et dernier point, la question de la qualité des sources. Alors, la qualité des sources, consiste à prouver ce que l'on affirme. Alors, un psychanalyste américain, d'autres l'avaient dit avant, évidemment, avait proposé deux types de sources. La preuve, ce qu'il appelle la preuve narrative, c'est-à-dire l'information qui correspond au récit, et la preuve historique dont j'ai déjà parlé abondamment. Alors, la preuve narrative, j'avais été très frappé naguère quand j'étais au lycée par cela dans Dostoïevski, dans Les Frères Karamazov, où il montre dans ce livre, et puis il y a une scène au tribunal, où, avec les mêmes informations, en les combinant de façon différente, l'avocat ou le juge arrive à montrer que l'individu est coupable, et avec les mêmes informations combinées de façon différente, on arrive à son innocence. Donc c'est la preuve narrative, et c'est vrai que le discours politique, largement, est organisé autour de ça. Alors, qu'est-ce qui me semble vrai? Ce qui correspond à mes convictions. Bon, mais ça, c'est la preuve narrative. Mais là, il y a la preuve historique où là, on est plus exigeant et plus rigoureux. Donc, je ne vais pas revenir sur la preuve historique, puis j'en ai déjà parlé. Mais la question qui se pose, c'est comment prouver dans une situation révolutionnaire. Alors, l'anthropologue qui enquête, il rencontre des individus, il enregistre, il leur pose des questions, ou en tout cas, il enregistre leurs propos, et ensuite, il essaie de comprendre ce que veulent dire ces propos. Alors, il peut travailler sur des indices, il peut travailler sur des présomptions, il travaille sur des croyances, et aussi sur les prévisions. Mais vous voyez que tout cela réclame chaque fois d'être argumenté et d'être présenté. Alors, là où il y a un recours, extrêmement, et qui me semble extrêmement fécond, c'est le recours au langage. C'est-à-dire que chercher dans le langage les traces du contexte qu'il a produit. Alors, l'exemple que vous connaissez, c'est l'exemple de Kemperer, qui expliquait que dans la langue du Troisième Reich,
qui montrait que le nazisme avait modifié la langue allemande. Et donc, dans la langue allemande, il y avait les marques du nazisme, vous pouvez remonter, mais ce qui est dit de façon générale, c'est ce que raconte la pragmatique du langage. C'est-à-dire, dans ce que dit une personne, apparaît de façon langagière, sous des formes de grammaticalisées, comme dirait l'autre, ou par le vocabulaire, des marques du contexte. Et donc, il y a là autant de preuves de ce qu'affirme notre interlocuteur est plus ou moins intéressant. C'est-à-dire, on ne dit pas la même chose quand on ment et quand on dit la vérité, quand on croit dire la vérité. Et là-dedans, il y a les marques. On peut, en jouant évidemment sur tous les registres que fournit ce magnétophone, le ton, par exemple, les hésitations, les lapsus, les jeux de langage qui peuvent être utilisés. Alors, si j'avais eu plus de temps, ou si j'avais été plus courageux, j'aurais examiné un gros livre que j'ai lu naguère, mais qui est vraiment très gros, c'est La critique de la raison dialectique de Sartre, parce que c'est son sujet, c'est en effet la situation révolutionnaire. Comment on passe de l'individu qui s'exprime à une situation collective au collectif. Alors, ce sera pour la prochaine fois. Bon, pour conclure, je crois qu'entre les deux définitions que j'ai posées au début, je ne crois pas qu'il y ait de relation possible. Soit on tient des propos politiques, et ça veut dire qu'on s'affirme sur ses convictions, avec une partie arbitraire, sur l'histoire également, mais l'histoire qu'on reconstitue à sa manière et à son goût, pour expliquer une notion concrète, c'est ce du moment. Par exemple, la science politique en France, aujourd'hui, évidemment, on ne veut pas en parler aujourd'hui, mais il y aurait de quoi, il y a de quoi dire. Alors, peut-être aussi, à défaut d'aller chercher dans la critique à raison dialectique, il y aurait un autre livre qui serait en recours, c'est le livre de John Dredd, Les 10 jours qui ébranlèrent le monde. Malheureusement, je ne l'ai pas lu depuis 60 ans. Merci. Merci pour cette contribution. Donc, est-ce qu'il y a des prises de parole, des questions? Michel, vas-y. Je ne vais pas faire juste des remarques que ta communication a réveillées en moi, des mémoires, de mémoire. Quand tu parles de la journée du 7 juillet 1968, ça m'a rappelé quelque chose dont j'ai été témoin au moment des manifestations contre la loi de Vaquet en 1986. 86. Voilà. J'étais dans la faculté d'économie de Aix. C'est pas des photos de guerre ni des révolutionnaires, ça n'a jamais été. Mais à côté, il y avait la fac de lettres qui était en ébullition. Alors, je crois que c'est un vendredi. J'assiste à l'Assemblée générale des étudiants de la faculté d'économie. Il y en a un qui vient de la fac de lettres, qui assistait à l'AG de la fac de lettres, et qui dit à ses collègues: alors les mecs, il faut arrêter le mouvement, parce que là-bas, de l'autre côté, parce qu'il y a une grille qui a séparé les deux facs. De l'autre côté, il parle de faire la révolution, hors de question. Dans le week-end qui suit, je crois que c'est le samedi, Malik Sefi est tué. Les voltigeurs de regretter Pasqua. Le lundi, il y a une assemblée générale dans la faculté d'économie. Le même qui disait qu'il faut arrêter le mouvement, il dit: ah, les mecs, là, il faut durcir le mouvement. Je lui ai fait la remarque, il me dit: mais le contexte a changé. Vraiment, après, ça m'a fait penser aussi à un film, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, de Kotash. Je crois que le film, c'était les Yes Men. Vous l'avez vu, il y en a qui l'ont vu. Des types qui voulaient critiquer le néolibéralisme qui se répandait à travers le monde, etc. Ils faisaient de la provocation grossière.
Et puis, ils font leur dernier numéro, je crois, en Australie, devant une assemblée de types convaincus. Et ils interviennent, ils disent, ah, attendez, on a un dernier message. Et puis, ils disent un truc du genre, la Banque mondiale, la Communauté internationale, ont décidé d'abandonner tout le néolibéralisme, de faire intervenir l'État. Et toute la salle applaudit. Applaudit, comme si c'était une forme de soulagement collectif, là. Et je me suis dit, mais pourquoi ils applaudissent aussi spontanément? Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de double pensée? Ce que l'on dit, là, pour être en phase avec cette idéologie néolibérale qui s'imposait, et puis ce que dans ce fort intérieur on pense, et qui dit non, ça c'est pas bien, quoi. Et là, quand on a une occasion qui est offerte de souffler, on se lâche. Bon, le problème, c'était un gag, évidemment. Après, deux autres remarques, le sujet de griole, il y a une expression, je dois me confirmer, qu'utilisent les anthropologues, c'est manger du foin. Et je crois qu'elle a été utilisée à propos de griole et de ses rapports avec les Dogons. Il était tellement en symbiose avec les Dogons qu'il les harcelait de questions et les Dogons, pour jouer le jeu, répondaient. Et des fois, à des questions qui peut-être les déboussolaient, ce qui fait qu'ils inventaient des réponses. Et la question que je me pose, c'est, même quand ils sont dans l'invention, pour satisfaire cet anthropologue curieux, ce qu'ils disent, ils inventent, c'est quand même le produit de leur culture. Donc ça a quand même un sens, au sens anthropologique du terme. De Gaulle, je vais raconter une belle histoire qui est arrivée à mon amie Anne Doquet. Elle avait dans sa thèse, elle a donné un pseudonyme aux Dogons. Aucun Dogon ne savait lire. Mais quand elle est revenue chez les Dogons, il s'appelait par le pseudonyme que leur avait attribué. Tout ça pour dire, ça fait partie de la culture Dogon. Tout ça pour dire que le locuteur aussi, c'est se défendre et il raconte à longueur c'est un des sujets de sa thèse, les Dogons racontent du griot à longueur de temps aux touristes à l'époque où il y en avait, alors qu'ils n'ont jamais lu, ils ne savent pas lire. Ils n'ont jamais lu ni les grioles, mais ils savent ce qu'il y a dans griole. C'est courant, hein, c'est courant. Deux, trois remarques aussi, c'est toujours des associations d'idées. Je pense à ce qui est pour les carrés alpha de métro. Oui. C'est Clastres qui le cite, je crois, dans la chronique des Indiens Guayaki. Métro, Alfred Métro, il dit pour que l'enquêté commence à répondre à l'enquêteur, il faut qu'il soit déjà un peu pourri. Et un peu pourri, ça veut dire déjà un petit peu contaminé par l'Occident. Sauf qu'il l'est toujours dès le départ. Il est toujours pourri. Non, contaminé. Contaminé. On peut appeler pourri, mais après, il y a un gars, le mythe de la société isolée, ainsi de suite, c'est pas debout. Oui, dès l'instant où l'anthropologue, qui est l'autre, avec un A majuscule, rencontre la société qui est supposée être européenne, il y a, je crois que ça, c'est quelque chose qu'avait vécu, alors, je pense à Condominas, chez les Mongols, je crois. Au Vietnam. Oui, au Vietnam. Non, au Cambodge. Non, au Vietnam. Laos. Non, c'est en fait, en Indochine quand même. Oui, mais c'est au Laos. Il est dans son élément et ça se passe très bien. Et puis, à un moment, il se passe un truc terrible. Un couple est pris en flagrant délit de activité sexuelle qui va à l'encontre de la loi qui prohibe l'inceste dans la communauté. Et ils commencent à discuter entre eux, sous l'œil très attentif de Condominas, comment on va les traiter, qu'est-ce qu'on va leur infliger comme une peine. Ils discutent, Condominas évidemment est très intéressé par des événements, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il parle de mettre à mort les protagonistes.
Alors là, il Ça marche. intervient. Voilà, ça va trop À loin. toutes. Il y a une autre solution. C'est pour dire que l'anthropologue, dans la communauté, c'est un élément perturbateur. Bien C'est sûr. révélateur Oui, aussi. bien sûr. Bon, le dernier truc, l'empereur, ce qui est extraordinaire, ce qu'il révèle, c'est que même les juifs persécutés par les nazis s'approprient ce langage perverti par l'idéologie nazie. Oui, parce qu'il faut que ce soit qu'empereur pour s'en apercevoir. Ben, il a fait comme il faut. Et il l'a fait de façon splendide. Bon, il a beaucoup d'imitateurs, mais personne n'a l'égalé. Non, il y a eu beaucoup d'imitateurs. On a essayé de. Il y avait des livres, par exemple, le français de Sarkozy, et des trucs comme ça, mais qu'empereur, c'est pas tout le monde, quoi. D'ailleurs que le sujet est peut-être plus aigu que d'autres aussi. Mais... Il y a d'autres interventions? OK. Bien, écoutez, on ne va pas prolonger pour prolonger. Ce que je vous propose, c'est effectivement qu'on arrête là la séance et qu'on se retrouve à 14h.